Je suis donc Lydia Morlaïdara, je suis maître de conférence à l'Université de Paris-Descartes et puis également membre de l'Institut Droit et Santé. Et j'ai la responsabilité de l'organisation de ces entretiens droit et santé. Et à ce titre, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être venu assister à ce nouvel entretien consacré à l'impact du Brexit sur les politiques européennes de santé et de médicaments. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Fernand Sauer. Vous allez voir dans quelques instants qu'il est on ne peut plus légitime sur le sujet, puisque M. Sauer est de profession pharmacien au départ, et puis il a été très rapidement investi dans les instances européennes. Et M. Sauer, vous avez donc créé, si mes informations sont bonnes, l'agence d'évaluation européenne du médicament à Londres à l'époque. Et puis vous en avez assuré la direction exécutive jusqu'en 2000. M. Sauer a également été directeur de la santé à la Commission européenne, membre du collège du Haut Conseil de la santé publique, donc de très belles fonctions, et aujourd'hui encore membre de l'Académie nationale de pharmacie. Et puis, monsieur a également écrit de nombreux articles sur l'Europe de la santé et du médicament. Vous avez été également sollicité pour un certain nombre de rapports, donc à titre de consultant et toujours d'expert sur les questions européennes, santé et médicaments. Et donc, ces précisions bio et bibliographiques vous permettent de prendre conscience de la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir écouter monsieur Sauer et d'apprécier son expertise et sa connaissance de la question. Et donc, monsieur, je tenais vraiment sincèrement à vous remercier de nous faire l'honneur aujourd'hui d'être présent pour cet entretien et d'avoir accepté de l'animer, surtout que monsieur Sauer vient du Sud, donc a fait le déplacement pour nous, pour vous. Et donc, un grand merci pour cela. Donc nous sommes ensemble pour réfléchir à l'impact du Brexit dans le domaine de la santé. Et je vous rappelle que cette décision Brexit a été votée par référendum le 13 juin 2016 et que cette décision devait s'accompagner de la signature d'un traité pour organiser la sortie du Royaume-Uni. Et vous noterez le soin qu'on a apporté à la date de cet entretien droit et santé. Donc nous sommes le 29 mars, qui était la date officielle du Brexit, mais comme vous le savez, qui a été potentiellement reporté. Mais vous savez peut-être aussi qu'aujourd'hui, même les choses ont encore bougé, puisque à la Chambre des communes est intervenu le 3e vote, qui a été encore une fois un refus. Et donc, j'ai l'impression qu'on s'avance assez dangereusement vers le no deal. Et M. Sauer nous expliquera les difficultés, les dangers, les problématiques de cette situation et peut-être comment les choses vont évoluer. Mais voilà, c'est pas moi que vous êtes venu écouter. Je laisse la parole aux spécialistes sur ces différents sujets. Juste peut-être avant deux petites précisions techniques. Il va falloir qu'on se quitte au maximum à 19h30 et on va évidemment réserver un temps d'échange avec la salle. On va vous proposer, puisque M. Sauer a organisé son propos avec une présentation au départ un peu politique de la situation axée sur la santé, donc on fera une petite pause pour prendre quelques questions et ensuite on abordera plus la problématique médicamenteuse et on pourra échanger ensuite. Voilà un petit peu l'organisation des choses. Et donc je cède la parole à M. Sauer en le remerciant encore une fois par avance pour son expertise. Merci beaucoup, madame. Je suis ravi d'être dans cette salle. Santé et droit, c'est une chose qui m'est très familière dans ma carrière et dans ma formation, puisque j'ai fait les deux formations et ça m'a été très utile tout au long de ma carrière. Alors, il y a 1000 jours, à peu près, un tout petit peu plus, comme vous le disiez, le Royaume-Uni a, par référendum, décidé de sortir de l'Union européenne par une très courte majorité, 51,9%. Et cela a surpris tout le monde, parce que la plupart
les politiques en Grande-Bretagne et en Europe pensaient que l'affaire était conclue, qu'il n'y aurait pas de retrait. Ça a été un coup de tonnerre, et pour moi personnellement, le début d'une grande frustration, parce que c'est là que je vais déclarer mes intérêts, puisque comme fonctionnaire européen, ayant créé l'Agence européenne des médicaments à Londres, ça m'a particulièrement peiné. Et par ailleurs, dans ma famille, une partie de ma famille est franco-britannique, donc je ne vous donnerai pas une présentation tout à fait objective. Je pense, et beaucoup de gens pensent que cette décision n'a pas été correctement pesée, mais elle a été prise, donc je pense qu'il faut se résigner à ce qu'on trouve une solution. Comme vous l'avez dit, c'est un peu comme ça réserve beaucoup de surprises, ce processus, parce que c'est un peu comme un feuilleton de Netflix, avec différentes saisons, différents épisodes, depuis 3 ans, les mêmes personnages à peu près, les mêmes questions, mais toujours des rebondissements nouveaux. Et le tout dernier en date, à 16h, pour la 3e fois, la Chambre des communes a rejeté l'accord de divorce, qui aurait dû, en principe, être adopté avant minuit aujourd'hui. Parce que le choix a été donné par le Conseil européen il y a quelques jours au Royaume-Uni, soit d'adopter cet accord de divorce. Dans ce cas-là, on laissait jusqu'au 22 mai le soin au Royaume-Uni d'organiser les conséquences juridiques de ce retrait, parce qu'il y a au moins 600 textes de loi adoptés par les communes. Et puisque ça n'a pas été le cas, en théorie, il y a des rumeurs comme quoi le gouvernement britannique représenterait cet accord de divorce encore la semaine prochaine, mais normalement ça ne correspond pas à l'accord qui a été conclu. Donc on est dans la deuxième hypothèse, à savoir d'ici le 12 avril, les Britanniques devront indiquer à l'Union européenne ce qu'ils souhaitent faire. Est-ce qu'ils souhaitent un délai supplémentaire qui devra être long et qui devra comporter des élections, une participation aux élections des parlementaires européens, soit un rejet pur et simple, donc ce qu'on appelle un no deal. Donc le no deal redevient une occurrence tout à fait probable. Pourquoi ? Parce que cette semaine, le Parlement britannique a tenté de voter sur plusieurs pistes possibles. Mercredi, il y a eu des votes indicatifs sur une piste d'accord futur avec l'Union européenne. Aucune de ces pistes n'a reçu une majorité. Ils vont refaire le même exercice lundi, mais on peut craindre que d'ici le 12 avril, il n'y ait pas de vote en faveur d'une issue autre que le no deal. Cela aura des conséquences très importantes dans le domaine de la santé et du médicament, tout d'abord pour les citoyens britanniques, mais également pour les citoyens européens. Alors, ces incertitudes sont tout à fait remarquables pour un pays comme le Royaume-Uni qui normalement est très pragmatique. Et je voulais quand même expliquer pourquoi on est arrivé là, enfin, vu de mon point de vue personnel. Donc, comme je l'ai dit, on ne sait toujours pas s'il y aura une sortie brutale dans 2 semaines ou bien une extension. Imaginez pour les citoyens non nationaux qui résident au Royaume-Uni et ou les citoyens britanniques qui résident en Europe, le dilemme de ne pas savoir d'ici 2 semaines si leurs droits seront encore maintenus. Alors pour les entreprises, c'est encore pire, parce que les entreprises ont dû s'adapter
et on ne sait pas trop si elles l'ont fait ou pas. Pour les juristes, c'est une question particulièrement complexe, parce que c'est la première fois qu'un pays sort de l'Union européenne qui est caractérisé par un réseau très très dense de liens juridiques. L'acquis communautaire, comme on dit, est d'une complexité effrayante, et en fait, les règlements s'imposent directement. Donc les Britanniques, depuis une quarantaine d'années, n'ont pas adopté de texte correspondant. Donc il y a vraiment un problème de vide juridique au cas où cet édifice s'écroule. Et le secteur pharmaceutique, qui est surréglementé, est particulièrement touché. Voilà, on se tout de suite aux conclusions. Je reviens. Alors, ce que je voulais rapidement évoquer avec vous, c'est d'abord pourquoi ces relations complexes entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Quelles sont les étapes qui ont déjà eu lieu pour ce processus de divorce, l'impact pour les personnes. Pour moi, une question très importante, c'est la perte d'expertise de part et d'autre dans le domaine de la santé et du médicament. La pérégrination de l'Agence européenne des médicaments, qui a dû, au début du mois de mars, déménager vers Amsterdam, avec beaucoup d'aspects juridiques très intéressants, en Dubaï, etc. L'impact réglementaire dans le domaine du médicament, mais aussi pour les essais cliniques et d'autres questions annexes, et des perturbations, bien entendu, très importantes dans les échanges pharmaceutiques, des pénuries de médicaments, en cas de no-deal. Alors, sans rentrer dans une grande question géostratégique, il est clair que l'Union européenne a toujours constitué un dilemme pour le Royaume-Uni. Churchill, en 1946, avait fait un discours célèbre, parce qu'on parlait toujours d'un discours fédéraliste. C'était pour dire que l'Europe devrait devenir fédérale, mais bien entendu sans le Royaume-Uni. C'est ainsi que, que le Royaume-Uni avait refusé de faire partie de la CECA, la communauté du charbon et de l'acier, qui était en fait le pacte de réconciliation entre les puissances belligérantes, parce que le charbon et l'acier avaient servi à produire cette Deuxième Guerre mondiale. En 1960, le Royaume-Uni lance l'AELE, c'est-à-dire en anglais l'EFTA, comme un projet rival à celui de l'Union européenne. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, le Royaume-Uni voudrait revenir éventuellement dans cette configuration qu'elle a quittée dès que ça ne l'intéressait plus. Alors, c'est la France qui a rejeté à plusieurs reprises la candidature britannique. Finalement, les Britanniques ont été admis en 1973, donc 45 ans, ce qui fait un bail. Et à l'époque, les deux grands partis de gouvernement étaient divisés. À l'époque, c'est les conservateurs, les Tories, menés par Edward Heath, qui avaient mené à bien la négociation d'adhésion contre le Labour, contre les travaillistes. Et il a fallu 2 ans après un référendum sous gouvernement Labour pour confirmer l'acceptation par référendum. Et ce référendum, à l'époque, était 2 tiers pour, 1 tiers contre. Et il n'y a eu que 3 référendums dans toute l'histoire récente du Royaume-Uni, parce que c'est un régime parlementaire pur, où le référendum n'a pratiquement pas de place. Et d'ailleurs, le référendum n'est jamais décisif, c'est un référendum consultatif, c'est la Chambre des communes qui finalement doit transformer le résultat des référendums en texte obligatoire. Alors, Margaret Thatcher avait une attitude ambiguë. Elle a vu les intérêts, elle a appuyé la création du marché unique,
mais à l'époque, elle a bataillé très fermement pour obtenir un rabais, le rabais britannique. Donc le Royaume-Uni ne paye pas entièrement sa cotisation qu'elle devrait payer. Et c'était le début de l'exceptionnalisme britannique. Avec le traité de Maastricht, qui annonçait la création plus tard de l'euro, le Royaume-Uni a déclaré ne pas vouloir faire partie de l'euro, comme d'autres pays d'ailleurs, alors que les nouveaux pays adhérents, normalement, ont le devoir d'adhérer à l'euro à condition de respecter certains critères. Et en 1998, il y a eu un épisode très important qui a mis fin à la guerre civile en Irlande du Nord. D'ailleurs, pas qu'en Irlande du Nord, parce que en 1997, dans mon bureau à Londres, un vendredi soir, comme à l'heure actuelle, j'ai entendu une explosion, le monde dira juste 2 bâtiments à côté. C'était une période très troublée, et l'accord de 1998 a mis fin à cette guerre civile de 30 ans, mais avec un certain nombre de conditions qui pèsent en quelque sorte sur, aujourd'hui, sur cet accord de divorce. Parce que grâce à l'Union européenne, il n'y avait plus de frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Le retrait, immanquablement, va créer une frontière et on n'a pas trouvé la solution à ce problème. Alors, pourquoi cet euroscepticisme au Royaume-Uni? En général, les politiques britanniques ont toujours prétendu qu'ils avaient adhéré au marché commun, mais pas à l'Union européenne. Donc, alors que ce n'est pas vrai, ils ont signé les textes qui mentionnaient spécifiquement une intégration toujours plus poussée entre les peuples et la citoyenneté européenne avec l'acte unique européen. Mais le monde politique britannique a été très réticent à cette idée et a constamment poussé à une dilution de l'Union européenne, en poussant par exemple aux élargissements, en souhaitant même l'élargissement à la Turquie. Encore récemment, Boris Johnson a soutenu que la Turquie devait entrer dans l'Union européenne. Tout ça pour diluer en quelque sorte la gouvernance de l'Union européenne. La contribution nette du Royaume-Uni de 9 milliards d'euros par an, ce n'est pas une somme fabuleuse, c'est 1% du PIB du Royaume-Uni, mais c'est un domaine très très contentieux parce que les gens opposés à l'Union européenne prétendent qu'avec ce milliard, on pourrait tout faire, on pourrait rétablir les comptes de la santé, etc. Il y a eu, à chaque fois que, vous savez que quand le Parlement, quand le mandat du Parlement européen est renouvelé, on nomme la Commission européenne, on nomme son président. Depuis quelque temps, le président est l'émanation, en quelque sorte, du groupe majoritaire. Et le Royaume-Uni, typiquement, s'est toujours opposé à des candidats fédéralistes, prétendus tels, et ça a marché jusqu'à récemment, sauf que Juncker a été, malgré tout, adoubé. Mais pour les tours précédents, les candidats belges, comme Guy Verhofstadt, etc., ont été finalement recalés par suite de l'opposition britannique. Alors, il y a toute une culture de la City qui est très hostile à toute réglementation européenne, et en particulier ce qu'on appelle les hedge funds, qui jouent sur les variations monétaires et qui profitent beaucoup de cette situation trouble, puisqu'à chaque fois que la livre baisse ou monte, les hedge funds encaissent. C'est d'ailleurs les hedge funds qui, en général, ont financé la campagne libre. Il y a aussi ce rêve de devenir un paradis fiscal aux portes de l'Europe. Il y a un problème particulier juridique, c'est que
comme pays de common law, les Britanniques se méfient beaucoup de la législation européenne. Pour eux, la plupart des choses doivent se régler de façon contractuelle. Et donc, par précédent, mais pas par une législation complète comme la législation continentale, comme la tradition du droit romain. Donc il y a une incompréhension en quelque sorte vis-à-vis, et on pense que le common law est plus souple, plus apte à régler les problèmes commerciaux, etc. Il y a un problème derrière cela aussi qui est un problème constitutionnel. Le Royaume-Uni n'a pas de constitution écrite, et donc toute question d'abandon de souveraineté dans l'Union européenne ne se tranche pas comme en France par une décision du Conseil constitutionnel, ensuite un référendum, texte de loi. Non, ça reste en l'air. Il y a des querelles d'experts pour savoir combien le Royaume-Uni a consenti d'abandon de souveraineté à l'Union européenne. Alors, ce qui a vraiment fait basculer le référendum, c'est une presse populaire très lue, parce que les grands quotidiens ont un lectorat de 2 millions de lecteurs, hein, beaucoup plus que n'importe quel journal français, mais qui sont entre les mains de magnats australiens ou d'autres pays qui ont des intérêts très différents de ceux de l'Union européenne. Et c'est ce qui a créé, il y a quelques années, cette montée d'un parti qui était uniquement dédié à la sortie de l'Union européenne, UKIP, avec Nigel Farage. Et il n'y a pas cessé d'y avoir des tensions au sein des deux grands partis depuis les débuts de l'adhésion au sein du parti conservateur, les Tories, et au sein du Labour. D'ailleurs, Theresa May sera la 3e Premier ministre à tomber à cause de la désunion des Tories sur la question européenne. Il y a également cette illusion de l'appel du large, de la liaison du lien préférentiel avec les États-Unis, et le mythe du Commonwealth. Alors que le Commonwealth, c'est un club qui a beaucoup d'avantages du point de vue culturel, mais qui a très peu d'impact sur l'économie. Le Commonwealth représente 10% du commerce du Royaume-Uni. Les États-Unis représentent 10%, alors que l'Union européenne représente plus de la moitié des échanges. Alors, lorsque le traité de Lisbonne a été ratifié, il n'a pas été sans mal au Royaume-Uni. Il a été ratifié par le gouvernement Labour, mais avec une opposition des Tories très forte. Et les Tories, les conservateurs, voulaient à tout prix une dérégulation de la finance. Cameron a essayé à plusieurs reprises d'obtenir cela de l'Union européenne. Il n'a pas réussi, et il a donc, pour faire la paix dans son propre parti, il a proposé ce référendum qui a eu lieu en 2007. Et ce référendum, contrairement à ce que Cameron pensait, s'est révélé être négatif. D'ailleurs, Cameron, qui n'avait rien préparé pour la suite, a aussitôt démissionné. Donc, le Royaume-Uni a traîné les pieds pour notifier la sortie. Ça a pris quelques mois. Et finalement, la notification de l'article 50 du traité a été faite il y a 2 ans exactement. Donc, avec sortie le 29 mars 2019, et l'Union européenne a nommé Michel Barnier comme le négociateur à la fois pour l'accord de divorce et pour explorer des possibilités de relations futures. Et je crois que la personnalité de Michel Barnier a fait que l'Union européenne est restée très solidement groupée sans essayer, parce que les Britanniques ont essayé bien entendu par des contacts bilatéraux à rompre cette unité. Alors l'accord de retrait, même s'il a été rejeté pour la 3e fois, mérite quand même d'être évoqué parce que
il est inévitable qu'il y ait un accord de retrait. Parce qu'en cas de divorce, il faut d'abord régler les problèmes du divorce avant de... pour la raison très simple, c'est qu'un État qui serait encore à l'intérieur de l'Union européenne ne peut pas négocier avec l'Union européenne. Un État ne peut être un État tiers qui négocie avec l'Union européenne. Mais le monde britannique ne l'a pas compris. Ils ont pensé que c'était un piège, mais bien entendu, il doit y avoir un accord de retrait. Même si celui qui a été présenté a été rejeté, il en faudra un autre. Alors je ne sais pas combien de temps ça prendra. L'accord de retrait est très volumineux. Mais pour simplifier, sa partie principale ne couvre que la période de transition jusqu'à la fin 2020. C'est-à-dire que la fin de la période de planification budgétaire actuelle. Et le Royaume-Uni doit payer tous ses engagements financiers d'ici la fin 2020, de l'ordre de 40 milliards d'euros. Ça, c'est un contentieux aussi du côté des Tories qui prétendent que peut-être qu'on ne va pas payer l'ensemble, mais en droit international, c'est une obligation pour le Royaume-Uni de payer ses dettes. Pendant cette période transitoire, rien ne change. Donc si ça avait été voté tout à l'heure, nous n'aurions pas trop à nous inquiéter du domaine pharmaceutique avant 2021. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant que ça a été rejeté, il faut de nouveau se reposer la question du chaos qui pourrait résulter dans 2 semaines. Cet accord vise à consolider les droits des non-résidents. C'est-à-dire que les non-résidents, d'après cet accord, devraient avoir un statut de séjour permanent. Pas les nouveaux venus après, mais ceux qui sont sur le territoire de l'Union européenne. Et ça a une grande importance pour les questions de santé. La Cour de justice des communautés européennes demeure compétente jusqu'à la fin 2020 pour tout litige. Et 4 ans ensuite pour des actions en cours. Et la dernière question qui est la plus difficile, c'est la question de ce qu'on appelle le backstop irlandais, c'est-à-dire pour éviter d'ériger des frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il est convenu que l'Irlande du Nord ferait partie en quelque sorte de l'Union européenne par assimilation et que la frontière douanière serait dans la mer d'Irlande. Donc, toutes les dispositions, ceci permettrait le commerce libre entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Le Good Friday Agreement donne la possibilité pour les citoyens d'Irlande du Nord de posséder la double nationalité, irlandais du Sud, irlandais du Nord. Actuellement, 20% des résidents d'Irlande du Nord n'ont que la nationalité d'Irlande du Sud. Et le Good Friday Agreement permet, à la demande populaire, d'organiser un référendum pour le rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande du Sud. Donc on peut imaginer que beaucoup d'Irlandais du Nord, parce que c'est une région qui est devenue très pauvre par rapport à l'Irlande du Sud, demandent d'acquérir la double nationalité. Et que très bientôt, l'Irlande du Nord ne sera peuplée que par des gens qui ont un passeport d'Irlande du Sud. Donc la sécession de l'Irlande du Nord est en quelque sorte la solution qui vient à l'esprit pour régler le backstop. Mais bien sûr, le parti unioniste d'Irlande du Nord vote contre cela, alors que les Britanniques n'ont que très peu d'intérêt pour ce 1,8 million de ressortissants de l'Irlande du Nord. Alors, très rapidement pour les aspects institutionnels, parce que le Royaume-Uni est devenu pays tiers, quitte l'union douanière, donc il y aura des tarifs,
et des barrières non douanières. Le Royaume-Uni sort de tous les accords que l'Union européenne a négociés, un très grand nombre d'accords, et il n'y a aucune chance que le Royaume-Uni tout seul obtienne des accords similaires, et avant longtemps. C'est la fin de la libre circulation des personnes, c'est ce que voulait en quelque sorte la majorité qui a voté pour l'exit, puisque la question de l'époque c'était l'immigration. Le grand problème, c'est aussi la fin du passeport financier pour les banques et les sociétés d'assurance britanniques, alors que c'est la principale valeur ajoutée de l'économie britannique. Alors, la balance commerciale pour les marchandises est très déficitaire pour le Royaume-Uni, mais la balance des services est positive. Donc, comme je disais, pour les exportations et les importations, l'Union européenne est quand même le partenaire principal pour près de la moitié des échanges. En cas de no deal, le gouvernement britannique lui-même prédit une baisse de plus de 9% du produit intérieur brut sur les 15 prochaines années, ce qui a un impact considérable. Alors, les relations futures qui ont été évoquées, en dehors du no deal ou bien de rester, c'est encore une possibilité théorique, il y a ce qu'on appelle l'option norvégienne, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le Royaume-Uni entrerait dans l'espace économique européen, comme la Norvège et l'Islande. Ça serait idéal, parce que ça n'entraînerait aucune rupture dans notre domaine, de la santé et du médicament. L'objection du Royaume-Uni, c'est que la Norvège et l'Islande n'ont pas le droit de décision. Donc, et pour un grand pays comme le Royaume-Uni, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Un autre exemple qui est mis en avant, c'est le traité qui vient d'être signé avec le Canada, qui est un traité de libre-échange très complet, mais ça ne règle pas le problème de la frontière irlandaise, parce que ce traité créera une frontière. Personnellement, je pense qu'une des solutions possibles, c'est une série de mini-traités, comme la Suisse l'a fait, mais ça a pris une dizaine d'années. Et la Suisse, qui avait rejeté, la population suisse avait rejeté l'option espace économique européen, par référendum, mais le gouvernement suisse, par la porte arrière, est revenu avec tous ces accords, et donc dans le domaine pharmaceutique, que sorte la Suisse est alignée sur toute la réglementation européenne, sans avoir le droit de décision. Et donc, dans tous les cas, la question irlandaise se pose, n'est pas résolue, et je parlais de la sécession possible de l'Irlande du Nord, mais pour l'Écosse, c'est encore plus évident, parce que l'Écosse avait, aux 2/3, demandé de rester dans l'Union européenne. Alors, les droits des citoyens, là, ça devient très préoccupant si fin avril il y a le deal. Il y a plus de 5 millions de non-résidents, beaucoup plus de résidents français, roumains, polonais au Royaume-Uni. On estime à 3,2 millions, mais ça c'est des chiffres officiels, en fait il y en a beaucoup plus. Il y a 300 000 Français établis à Londres, et peut-être 600 000 dans l'ensemble du Royaume-Uni. Ceci pose des problèmes de l'assurance maladie, des droits à pension et des titres de séjour. Parce que pour quelqu'un qui a travaillé dans plusieurs pays de l'Union européenne, actuellement, il bénéficie d'un cumul des pensions. Il y a une fusion, en quelque sorte, des droits à pension. En cas de séparation, il n'y a plus de cumul. Donc les personnes qui auraient travaillé dans un nouveau pays n'auraient plus aucun droit. Alors, un autre problème très très aigu et très très immédiat, c'est celui des voyageurs.
Il y a d'ailleurs beaucoup de voyageurs britanniques. On estime qu'il y a 53 millions de voyageurs britanniques vers l'Europe chaque année. Il faudra une carte verte d'assurance, il faudra un permis de conduire international. On parle d'un passeport et d'un visa, parce que l'Union européenne essaye de mettre au point un visa, un peu comme le visa américain ESTA qu'on pourrait obtenir par Internet. Mais il y aura visa pour les pays tiers, et ceci dans 2 ou 3 ans. Donc les Britanniques devront obtenir éventuellement un visa pour se rendre en Europe. Et des tas d'avantages pour les voyageurs, comme les frais d'itinérance, les facilitations pour les animaux de compagnie, les compensations en cas de délai de vol disparaîtront. Alors, sur la santé, l'impact le plus grand, c'est pour le Royaume-Uni. Le National Health Service est déjà en crise depuis de longues années. Comme vous le savez peut-être, le National Health Service est un système étatisé et fiscalisé. Il ne repose pas du tout sur des cotisations. Et donc, il y a un manque chronique d'investissement dans le NHS depuis de très très longues années. Il y a déjà un déficit de 10% de personnel, de professionnels de santé. Or, un autre 10% des personnels de santé, ce sont des médecins et des infirmières nationalité européenne, qui probablement sont déjà en train de disparaître. Ce qu'on appelle le Brexodus. On estime à 63 000 professionnels, ceux qui sont déjà en train de faire leur mal. Donc, il y a déjà des très longs temps d'attente, ça ne risque que de temps. Le bon point du système de santé britannique, c'est la médecine préventive. La vaccination, la médecine préventive, l'information. Mais les soins de santé, par contre, c'est un vrai problème. Et j'ai lu récemment que pour la première fois, en 2017, il y avait une régression de l'espérance de vie, de 6 mois en Royaume-Uni. Vous savez que dans tous les pays, tous nos pays, cette espérance de vie tend à se ralentir. La progression tend à se ralentir. Mais au Royaume-Uni, pour la première fois dans un pays de l'Union européenne, une régression de 6 mois d'espérance. Donc, ça c'est avant le Brexit. Donc ça ne peut qu'empirer, parce qu'on prévoit des pénuries de médicaments, des problèmes avec le sang, avec les isotopes, parce que vous savez que les produits radiopharmaceutiques qu'on utilise pour des tests, des scans, PET scans, etc., ont une durée de vie très limitée. Donc le technétium, c'est une demi-journée. Donc, s'ils sont arrêtés aux frontières, on ne peut plus les importer. Et par ailleurs, en sortant du traité Euratom, le Royaume-Uni n'aura plus un accès privilégié aux sources d'isotopes. Alors, le grand problème, bien entendu, c'est celui de la carte européenne d'assurance maladie, qui est une grande innovation des dernières années, qui permet aux voyageurs de se présenter, d'avoir recours aux soins pour un séjour de moins de 3 mois, alors que les sécurités sociales font ensuite la compensation entre eux. Alors ça disparaîtra aussitôt, et le NHS a déjà recommandé aux voyageurs britanniques de se munir d'assurance privée. Alors, un autre aspect, là j'énumère quelques aspects spectaculaires, mais il y a une très très longue liste de problèmes, ce sont les systèmes européens d'alerte. Il y en a beaucoup de systèmes d'alerte qui sont avec des réseaux d'alerte, des agences, etc. Donc le Royaume-Uni ne sera plus dans le système, ni comme donneur, comme lanceur d'alerte, ni comme receveur. Ensuite, il y a eu des progrès des dernières années
pour les soins transfrontaliers, avec une directive de 2011 qui a été adoptée, et avec la télémédecine. Et là, le Royaume-Uni est tout à fait en dehors des clous. Rien que pour des questions de protection des données. Alors, dans le domaine de la recherche en santé, le budget européen est très conséquent, puisque c'est 1 milliard par an de dépenses en recherche santé. Et le Royaume-Uni est très preneur. Il a bénéficié sur 10 ans de 20% du financement de la recherche en santé. Il y a une initiative particulière dans ce cadre qui s'appelle l'initiative pour les médicaments innovants, qui permet d'accélérer la recherche lorsque des industriels et des chercheurs universitaires se mettent d'accord pour des projets. L'industrie doit mettre sur la table les fonds et l'Union européenne compense les dépenses académiques, universitaires, pour le même montant. Et c'est une initiative particulièrement importante pour la recherche de médicaments nouveaux. Là encore, 25% du budget jusqu'à présent est allé au Royaume-Uni. Donc c'est une perte sèche. Voilà. Alors, j'avais évoqué au début cette question des partenariats en santé, donc de la perte d'expertise. Les agences sanitaires du Royaume-Uni ont une expertise particulièrement recherchée. À la fois l'équivalent de Santé France qui s'appelle Public Health England, il y en a pour l'Écosse, pour le Pays de Galles, etc. Le NHS lui-même, le système de santé qui a une expertise, et les Chief Medical Officers, il y en a un pour l'Angleterre, un pour l'Écosse, qui sont en quelque sorte des médecins-chefs qui sont une autorité indépendante, dotée d'expertise, qui font des recommandations au gouvernement et qui critiquent l'action des gouvernements. La Commission européenne a un très grand nombre de comités d'experts dans le domaine de la santé et de réseaux. Par exemple, pour les maladies rares, pour l'évaluation des technologies de santé, ce qu'on appelle le Health Technology Assessment. Donc on a créé tous ces réseaux où la présence d'experts britanniques est également importante. Donc c'est une perte sèche des deux côtés. Enfin, le Centre européen de contrôle des maladies que nous avons lancé en 2005 à Stockholm, qui a à peu près 300 personnes, qui assure la surveillance des maladies infectieuses en relation avec l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, et son équivalent britannique. Alors, quand on regarde la façon dont on fait face aux crises sanitaires, ce centre de Stockholm suit 52 maladies avec 8 programmes. Et a des... Donc, il faut bien voir que, alors qu'il y a 20 ans, les experts de ces différents pays se réunissaient pour des conférences 3 fois par an, maintenant, les échanges se font quotidiennement. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas seulement à Stockholm, mais ils sont en liaison constante par ces différents systèmes informatiques. Ils communiquent immédiatement les analyses, les alertes. Et donc, le Royaume-Uni, on est dans ça. Si, bien entendu, le Royaume-Uni passait un accord, il aurait peut-être une chance d'envoyer des observateurs dans ces systèmes. Par exemple, s'il était, comme la Norvège, de l'espace économique européen,
ferait partie du réseau d'expertise, mais n'aurait pas de voix au chapitre quand il s'agit de décider. Il en va de même pour le règlement sanitaire international. Le règlement sanitaire international est maintenant géré de façon uniforme par l'Union européenne pour le compte de ses États. Donc, je pensais qu'on pourrait peut-être s'arrêter là pour quelques questions avant de passer à la partie purement pharmaceutique. Alors, merci déjà pour nous avoir resitué le Brexit, sa raison d'être, les réticences du gouvernement effectivement là-bas, et peut-être oui, des réactions, des questions sur ces aspects politiques en lien santé, avant de rentrer un petit peu plus dans les aspects médicamenteux de l'affaire. Non ? Moi, j'avoue que pardon, j'ai pas vu. Oui, allez-y. C'est juste une question. Un peu plus fort parce qu'on a. C'est juste une question de curiosité. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible que finalement la sortie ne se fasse pas du tout ? Que la sortie ne se fasse pas du tout. Est-ce que ça serait envisageable ? Vous savez que lorsque la question s'est posée, dans les nations européennes, on a froncé les sourcils, on n'a pas envisagé, puisque un pays qui veut sortir, mais l'affaire a été amenée devant la Cour de justice, la Cour européenne de justice, qui a dit que la notification de l'article 50 pouvait être retirée à tout moment avant l'expiration du délai. Donc, maintenant, je ne suis pas sûr si le délai est aujourd'hui, et à ma connaissance, l'article 50 n'a pas été retiré, ou est-ce que le fait que le délai ait été prolongé jusqu'au 2 avril permettrait encore cette hypothèse, ce qui me semble probable. Mais il faudrait qu'il y ait une vraie volonté du gouvernement et du Parlement. Or, les votes indicatifs de la semaine ont montré que c'était une hypothèse très très faible. Alors que c'est vrai, quand on décrit quand même effectivement tous les inconvénients pour eux, on a du mal à comprendre qu'il en soit que les situations restent telles quelles. Si vous voulez, ce que les citoyens qui veulent partir reprochent au Parlement, c'est que le Parlement est aux 2/3 composé de gens qui voulaient rester. Alors, ils leur reprochent de ne vouloir organiser la sortie que de mauvaise grâce. Mais les parlementaires sont très divisés. C'est pour ça d'ailleurs que même s'ils sont pour rester, pour des raisons objectives, ils savent qu'on leur reprochera de ne pas avoir respecté le référendum. Donc, si vous voulez, la question ne pourra être résolue que s'il y avait de nouvelles élections générales ou un nouveau référendum. C'est réclamé effectivement par la population. C'est réclamé par 5 millions de gens. Mais le gouvernement actuel, le Parlement actuel, à mon avis, est paralysé de ce point de vue. Donc, l'hypothèse pourrait être que, grâce à une extension assez longue, à l'organisation d'élections parlementaires européennes au Royaume-Uni, qui serait déjà un test, parce que combien de parlementaires pro-Brexit ou anti-Brexit seraient élus permettrait peut-être de ressoulever la question d'un deuxième référendum. Puis on a quand même au fil des votes, on a quand même ceux qui défendent le fait de rester dedans sont de plus en plus... Moi personnellement, je pense que le référendum n'est pas un instrument adapté pour des questions aussi complexes pour lesquelles les gens sont très mal renseignés. Donc c'est très émotionnel. Et par contre, si le référendum avait une majorité qualifiée, par exemple, s'il y a plus de 60%, etc., ça pourrait être accepté. Mais vous vous rappelez, en Catalogne, lorsque ce référendum illégal a été organisé dans des conditions un peu douteuses, mais quand vous avez 50-50, ça n'est pas une solution véritablement démocratique. Et en tout cas, depuis 3 ans, ça a créé un vrai fossé dans les familles britanniques entre ceux qui veulent partir et ceux qui veulent rester. Et la plupart des Britanniques, d'ailleurs, à force de suivre
au Parlement, à la télévision, les débats parlementaires, ils veulent qu'on en finisse d'une façon ou d'une autre. Oui, madame. Oui, je change de sujet parce que vous avez évoqué des chiffres assez importants des fonds européens qui financent la recherche britannique. Et comment peut-on expliquer cette recherche qui a l'air quand même très vivace et finalement la faillite du système de santé, au moins public? Où vont les fonds? À quoi servent-ils? À qui servent-ils? C'est Google avec DeepMind. C'est une remarque que je me suis faite quand j'étais directeur de la santé à la Commission européenne, parce que les meilleures études sur la santé publique en général venaient du Royaume-Uni. Et je pense que c'est parce que leur système fonctionne assez mal qu'il y a beaucoup de recherche. Là, on parle de la recherche en santé publique. Ici, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est une recherche beaucoup plus appliquée. Par exemple, pour les médicaments innovants, donc c'est une recherche appliquée à des médicaments. C'est pas de la recherche de santé publique en général. Et là, bien entendu, compte tenu du tissu industriel et de l'importance de la recherche pharmaceutique privée au Royaume-Uni, ça attire aussi beaucoup de recherche publique. Je ne sais pas si vous connaissez la situation de la recherche pharmaceutique. La recherche et développement est à 90% financée par l'industrie. Et seul 10% est financé par les capitaux publics. Alors que la recherche fondamentale, qui est nécessaire à cette recherche, est prédominante, financée par des fonds publics. Donc les fonds publics amorcent en quelque sorte l'aval. Il y avait encore une autre question? Vous avez parlé des réseaux mis en place notamment par la directive des soins transfrontaliers. Quels seraient les risques de garder dans ces réseaux informatiques le Royaume-Uni, justement, des données issues des exploitations du Royaume-Uni? En fait, la mise en place des réseaux informatiques suite à la directive de 2011, et si on sortait le Royaume-Uni, quels seraient les risques? Parce qu'en fait, il y aura un accès à toutes ces données. Mais c'est surtout quels sont les risques si justement on garde les Britanniques qui ne respectent pas le RGPD, en l'occurrence. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, si on garde les Britanniques dans ces réseaux, alors qu'ils ne sont pas soumis à la réglementation européenne sur la protection des données... C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y rester s'il n'y a pas un accord spécifique. Ouais. Parce que pour l'instant, notamment sur le réseau maladies rares, il parle de garder les Britanniques dedans. Mais si vous voulez, c'est une préoccupation très importante, parce que s'il y a une déréglementation générale au Royaume-Uni, on peut craindre, d'ailleurs, il y a des discussions depuis quelques temps, du NHS qui serait privatisé, que les données seraient vendues aux firmes américaines, etc. Parce que l'administration Trump fait pression sur le Royaume-Uni. Donc je crois que c'est un réel risque. Mais pour moi, il y aura des garanties, c'est-à-dire que, si vous voulez, a priori, ça sera un pays tiers. Et il ne pourra être réadmis que en respectant toutes des conditions similaires à celles qui sont applicables sur le territoire européen. Mais c'est vrai que l'inquiétude est d'autant plus grande qu'ils ont déjà un passif. Quand on évoque le DeepMind avec les établissements là-bas avec vente de données, enfin voilà, même soumis au RGPD, les choses sont déjà un peu contestables. Donc c'est vrai que l'inquiétude peut être d'autant plus vive. Surtout que Cambridge Analytica a été à l'origine de plusieurs catastrophes électorales aux États-Unis et en Europe. Donc c'est une crainte réelle qu'il faut avoir. On va peut-être continuer sur les aspects plus médicaments. Donc je voulais résumer en liminaire la question des médicaments, c'est à la fois pénurie et casse-tête réglementaire. Comme vous le savez peut-être, l'harmonisation dans le domaine pharmaceutique a été continue. Elle est très complexe maintenant, mais j'ai moi-même travaillé
dès le départ sur l'harmonisation des législations pharmaceutiques et surtout des guidelines. C'est-à-dire que ce qui est très très particulier dans le domaine pharmaceutique, c'est que la réglementation obligatoire est déjà lourde, mais comme elle est très complexe et qu'elle est très scientifique, on a convenu, dès les années 80, de clarifier l'interprétation de cette législation par des notes explicatives, des guidelines. Et les guidelines ne sont pas obligatoires en tant que telles, c'est une interprétation que fournissent les autorités pour aider à la recherche, mais un chercheur qui aurait une meilleure idée peut la présenter et alors elle doit être validée. Donc c'est un principe, en France et en Allemagne, quand on a introduit ce principe, tout de suite on a voulu en faire des textes de loi et on a dit non, c'est pas des textes de loi. Pourquoi? C'est parce que l'état de la science évolue tellement rapidement qu'il vaut mieux faire état des connaissances dans des documents non obligatoires, mais qui ont beaucoup de poids, puisque c'est la base du dialogue entre les évaluateurs des autorités et les chercheurs de l'industrie. Alors nous avons lancé ça au niveau européen et j'ai proposé de le lancer au niveau international dès la fin des années 80 pour ne pas avoir à refaire les essais sur les animaux et sur les humains, parce que quelques détails du protocole étaient différents. Et donc j'ai lancé en 1990 la conférence internationale d'harmonisation des normes pharmaceutiques, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle ICH. Donc c'est Royaume-Uni, c'est Union européenne, États-Unis, Japon, auquel on a invité à participer l'OMS, le Canada, la Suisse, et maintenant c'est ouvert à tous les pays. Donc ça sera ouvert au Royaume-Uni, mais il ne sera pas dans le comité directeur, en quelque sorte, qui pilote les travaux. Il y a bien entendu un impact important sur les autorisations de mise sur le marché, aussi sur les essais cliniques, sur la pharmacovigilance, puisqu'on parle de système informatique. Depuis quelques années, l'Agence européenne a mis au point une grande base de données qui s'appelle EUDRA Vigilance, qui est alimentée quotidiennement par les firmes, par les autorités, et en retour, le public peut consulter une certaine partie de ce système. Donc, pour les raisons que vous évoquez, le Royaume-Uni sera sorti de ce système dès le no deal. Pour les essais cliniques, c'est pareil. Les autorisations d'essais cliniques font l'objet d'une base de données, puisque les autorisations sont données nationalement. Et il y a un portail maintenant européen. Et donc, là encore, le Royaume-Uni sera débarqué en quelque sorte de ce système très puissant. Comme tout à l'heure pour le Centre européen de contrôle des maladies, il y a des systèmes informatisés très très performants qui permettent en fait de façon immédiate de savoir où on en est sur tous ces secteurs. Il en va de même pour la certification des lots et aux bonnes pratiques de fabrication. Les inspections qui sont conduites par des autorités nationales pour le compte de l'Union européenne ne pourront plus être réalisées par le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni a une industrie très puissante qui produit 9% du total. Là, j'ai mis l'Union européenne, mais en fait c'est l'Europe au sens un peu plus large, puisque ça comprend la Norvège et la Suisse. Et exporte 8% du total. Alors, sur les produits finis, au niveau mondial, nous avons négocié l'abolition de tout tarif. Il n'y a pas de tarif douanier sur les produits, les médicaments finis. Par contre, il y en a encore sur les matières premières, qui sont la valeur ajoutée la plus grande des médicaments. Donc, en termes d'export-import, ce sont des échanges importants. Et le Royaume-Uni sort d'un coup aussi de 35 accords de libre-échange
qui ont un lien avec le domaine pharmaceutique. Alors, le problème de pénurie de médicaments est préexistant. On en parle depuis quelques années. Il y a eu un rapport très intéressant du Sénat et un rapport de l'Académie nationale de pharmacie sur ce problème. L'Agence française des médicaments a un site dédié sur les ruptures de stock. Et d'après ce que j'ai pu voir, pour les médicaments d'intérêt majeur, alors qu'il n'y avait que 44 ruptures de stock en 2008, on en est à près de 538 en 2017. Donc une augmentation préexistante au Brexit. Donc ça ne peut que empirer. Et les principales catégories en cause sont les anticancéreux, les anti-infectieux et le système nerveux central. Donc vous avez ici le site où vous pouvez obtenir ces informations. L'Agence européenne a mis au point avec chaque autorité nationale un catalogue plus général de ces pénuries au niveau européen. Donc, et en particulier pour les médicaments autorisés centralement, pour toute l'Europe, par l'Agence européenne. Actuellement, le Royaume-Uni importe 37 millions de boîtes de médicaments par mois. Et un certain nombre de médicaments n'ont aucun équivalent local. On cite souvent l'insuline. Donc il y a 3,5 millions d'insuline dépendants au Royaume-Uni, dont le Premier ministre, Mme Theresa May. Les chiffres qu'on a pu obtenir indiquent qu'il y aurait un déficit prévisible pour 60% des anticancéreux. Et là, ce n'est pas chiffré, des déficits importants pour les dispositifs médicaux et les produits de diagnostic, en particulier les radiopharmaceutiques, les produits à base de radionucléaires. De ce fait, les autorités britanniques et les firmes ont stocké pour 6 semaines de réserve pour un coût additionnel de 2,3 milliards. Donc c'est un coût qui n'aurait pas lieu d'être si nous avions un accord. Et ça représente 10% de la valeur de la production. De son côté, l'Union européenne importe 45 millions de boîtes et il est très difficile de savoir, d'avoir une vue globale des risques de rupture, mais en tout cas pour les médicaments nouveaux autorisés au niveau central, actuellement on dit qu'il y a un risque pour 19 médicaments à usage humain et 12 médicaments vétérinaires. Donc ça représente 1,5% des médicaments autorisés centralement. Mais pour certaines pathologies, ça peut être un véritable problème. Alors, j'ajoute que depuis quelques années, on se préoccupe des médicaments falsifiés. Il y a même une directive spéciale à cet égard. Et on peut imaginer que dans le chaos, et surtout l'absence de frontières en Irlande, qu'il y ait des importations sauvages de médicaments falsifiés. Ça n'est pas du tout théorique, parce qu'à l'époque de la guerre civile, beaucoup de produits falsifiés sur le territoire britannique provenaient de cette frontière en guerre. Alors, l'Agence européenne des médicaments gère 1300 médicaments d'autorisation de mise sur le marché depuis 1995. 30% avaient des titulaires britanniques. Donc c'est important. Donc il y a plus de 2000 médicaments orphelins désignés et parmi ceux-ci, 170 déjà autorisés. Et il faut ajouter que avec le temps, les autorisations européennes ont gagné en prestige. Donc, elles sont considérées comme équivalentes au point de vue international à celles de la Federal Administration américaine.
cette agence, actuellement, emploie 900 personnes permanentes. Il y a 4500 experts externes, mais 900 personnes permanentes qu'il a fallu déménager. Alors vous imaginez la rupture familiale, etc. 25% des personnels ont déclaré ne pas vouloir suivre l'agence à Amsterdam. Et donc, parmi ceux-ci, on peut estimer qu'il y aura probablement beaucoup de Britanniques, encore que les Britanniques ne sont pas obligés de quitter, puisque dans les institutions européennes, les Britanniques ayant été recrutés par concours ne sont pas démissionnés à la suite du Brexit. Mais bien sûr, il n'y aura pas de nouveaux recrutements, mais ceux qui sont en place ne seront pas licenciés. Ce nombre d'experts externes importants occasionne 36 000 visites par an, ce qui a été un grand sujet pour attirer l'agence dans les différentes capitales. Parce que c'est un bonus. Par exemple, Strasbourg, avec le Parlement européen, fait beaucoup moins de nuitées que l'Agence européenne du médicament. Et ça aurait pu être limité. L'agence britannique a capté 20% des activités d'évaluation de l'agence européenne. Les redevances perçues par l'agence européenne sont en partie redistribuées aux agences nationales pour le travail d'expertise qu'elles fournissent. Donc, l'agence britannique perdra 15 millions de ressources par an. Alors, les dossiers qui étaient instruits par le Royaume-Uni, 370 dossiers, ont été redistribués. Donc, c'est fait à d'autres. Donc, le problème de la relocalisation de l'agence, elle a déménagé 2 fois au Royaume-Uni, puisque les locaux étaient trop exigus. Ceux que j'avais trouvés à Canary Wharf étaient trop exigus. Il a fallu. Et c'est là qu'il y a eu le problème, en 2014. Les nouveaux locaux, très près de là, ont occasionné un bail de 25 ans. Alors, ce bail, normalement, devrait pouvoir être rompu, puisque par décision du Conseil, le siège de l'agence a été déplacé de Londres à Amsterdam. C'est allé devant la Cour suprême britannique, qui a eu le culot de dire que c'était une affaire de choix, de libre choix de l'agence, et que it's not a matter for the law, c'est pas une question de loi. Ce qui est évidemment faux. Donc je suppose que cette affaire va aller devant la Cour de justice, et que l'agence ne payera pas cette dette. Et en tout cas, s'il fallait payer la dette, ça devrait être mis sur la facture du Brexit. Mais c'est un contentieux important. Et pourquoi la Cour suprême a pris cette décision? C'est parce que en droit contractuel, il y a des cas très rares qu'on appelle frustration, de frustration de l'exécution du contrat. Et la plupart des grandes firmes qui sont basées au Royaume-Uni voudraient déménager sans trop de frais également avec le Brexit. Et donc la Cour ne voulait pas faire de précédent, mais elle a eu tort sur le fond. Alors, je vais aller rapidement parce que le temps presse. Les 2 dernières années, l'Agence européenne des médicaments a mis au point un plan pour assurer la continuité des activités. Et si vous consultez le site de l'agence, vous verrez ces données constamment actualisées. L'agence a été obligée de renoncer à certaines activités ou de les suspendre pendant un certain temps, les activités considérées comme non essentielles. Par exemple, le travail d'harmonisation a été suspendu au bénéfice du travail d'évaluation et de pharmacovigilance.
Alors, en ce qui concerne les AMM européennes, j'ai retracé ici les derniers avis en date de février qui donnent des explications très très concrètes et très détaillées aux industriels ce qu'ils doivent faire. Plus de 600 médicaments sont concernés. Alors, en fait, 400 autorisations de mise sur le marché nécessitent un titulaire dans l'espace économique européen. À ma connaissance, ça a été pratiquement fait, il manque 6% à l'appel. Mais ça peut encore changer d'ici le 15 avril. Ce qui veut dire que ceux qui n'auraient pas à transférer ne pourront plus commercialiser. Pour les responsables de pharmacovigilance et les dossiers de pharmacovigilance, donc là encore un système informatique très puissant qui recueille toutes les données au niveau du firme, ils doivent être transférés sur le territoire européen. Là, on est en retard. Le site de contrôle de qualité doit être transféré. Là, il y a certains retards, mais il y a une certaine tolérance pour les contrôles qui auraient été faits avant. Donc ils n'ont pas besoin d'être reformulés. Alors les produits qui continueraient à être fabriqués au Royaume-Uni, à l'avenir, font l'objet d'une importation. Si la production n'a pas été confiée à une filiale d'une firme britannique sur le territoire européen. Et donc, là, les statistiques sont très mauvaises parce que seuls 6 importateurs ont répondu à l'appel. Les autres n'ont pas encore indiqué ce qu'ils allaient faire. Donc, on s'achemine quand même à une situation difficile, en tout cas pour les prochaines semaines. Alors, en ce qui concerne les autorisations nationales, donc pour les médicaments conventionnels, pas les médicaments nouveaux de l'Agence européenne, ils sont en plus grand nombre, mais ils représentent moins en valeur et en part de marché. On a compté environ 3000 médicaments qui seraient produits au Royaume-Uni, qui seraient dans ce cas. Et là, les avis, les chefs d'agence, donc toutes les agences réunies et l'agence européenne, ont émis également des guidelines pour les fabricants. Là, on estime que 2/3 des cas ont déjà été réglés, mais qu'il reste à régler un tiers des cas. Donc le tiers des cas, ça pourrait être dans un accroissement des pénuries et des problèmes de stock à partir du mois de mai. Alors, d'autres réglementations sont concernées, je passe rapidement. Les essais cliniques. Sur les 4000 essais cliniques qui sont autorisés dans l'Union européenne, 1500 sont initiés par un chercheur au Royaume-Uni. Donc, cela doit être transféré. Et ça ne va pas se faire sans mal. Les inspections, il y a des inspections pour les bonnes pratiques cliniques, mais la plupart des inspections sont pour les bonnes pratiques de fabrication. Donc 2500 certificats de bonne pratique de fabrication et 300 inspections hors Europe. Et là encore, les inspecteurs britanniques jouaient un rôle très important. Je cite la pharmacopée européenne parce que ce n'est pas une institution de l'Union européenne, c'est une institution du Conseil de l'Europe, mais qui, par l'adhésion de l'Union européenne en 1994, j'ai d'ailleurs moi-même signé l'instrument de ratification, fait partie en quelque sorte de l'acquis communautaire. Là, heureusement, en sortant, le Royaume-Uni reste quand même membre de la pharmacopée européenne, et donc ça aura certains avantages pour la qualité des matières premières multi-sources, pour les produits génériques. Donc il y aura moins de formalités puisqu'ils resteront soumis à la pharmacopée européenne, qui est reconnue par 37 États. Alors, en conclusion, très rapidement, il y aura des problèmes considérables à partir de la fin avril s'il y a un no deal, et ultérieurement si le deal n'est pas optimum dans le domaine de la santé
et du médicament. Ça aura un impact, comme je l'ai dit, majeur sur la santé au Royaume-Uni, mais avec une aggravation des problèmes du système de soins. Mais les pénuries sont également à redouter pour nous. Et pour les deux parties, des pertes d'expertise considérables. Donc, la question se posera de quelle négociation dans le secteur pharmaceutique, si bien entendu la solution espace économique européen était choisie, il n'y aurait aucun problème, parce que ça fait déjà partie intégrante de l'espace économique européen. Si par contre il faut un accord sectoriel avec la Suisse, ça a pris 8 à 10 années. Donc il y aura une interruption importante. Et donc, à cause de ce risque, pour moi, des solutions transitoires seraient tout à fait nécessaires. En cas de no deal, l'Union européenne a déjà adopté unilatéralement 19 mesures très générales pour les transports, des mesures temporaires qui expireront dans 9 mois, mais qui permettent tout de même aux avions de continuer à se poser, aux trains d'arriver, etc. Mais sous réserve de réciprocité. Donc ces mesures ont été adoptées et elles entreront en vigueur s'il y a un no deal, mais ce sont des mesures très générales. Et il n'y en a pas pour la santé, ni... Elles ne sont pas sectorielles. Voilà. Je voulais également citer un article très intéressant qui est paru dans le Lancet fin février. How will Brexit affect health services in the UK? C'est très très intéressant parce que c'est une revue très détaillée de l'impact sur la santé au Royaume-Uni. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si je crois qu'on n'a plus qu'à envoyer la présentation de M. Sauer aux Britanniques dans leur tabloïd pour les convaincre en fait absolument revoir les choses et de voter positivement. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations soulevées par les aspects plus santé de la présentation de M. Sauer? Merci pour vos explications. C'est une question un peu lobbyiste, mais est-ce que le fait que l'EMA était à Londres a fait qu'il y a un octroi particulièrement important pour la recherche britannique et pour les différents montants et les 20% que vous avez énoncés? Lorsque, en 1993, le règlement créant l'agence a été adopté, et l'agence devait voir le jour en 1995, la question du siège était pendante. À l'époque, le choix d'un siège était une question purement intergouvernementale. Donc, les services des institutions européennes, ni même du Conseil, n'avaient aucune compétence pour se mêler du siège. Et vous savez que c'est même un problème pour le Parlement européen. Le Parlement européen n'a pas le droit de décider de son siège. Alors, il a fallu attendre qu'il y ait 10 agences nouvelles à l'horizon pour que les 12 pays de l'époque se mettent d'accord. Et le Royaume-Uni a argué du fait que c'était déjà le siège, c'était déjà l'endroit où la recherche biomédicale et la recherche pharmaceutique étaient particulièrement avancées. Donc c'était un argument, mais c'était un argument qui n'a pas vraiment convaincu les chefs d'État et de gouvernement, parce que quand ils ont décidé, c'était en buvant un cognac et en échangeant, en négociant des accords. Parce que les Britanniques voulaient en premier lieu la Banque européenne, et une fois qu'elle est allée à Francfort, en deuxième lieu, ils voulaient l'agence des médicaments. Le Premier ministre portugais a cru entendre qu'il avait eu l'agence des médicaments, mais enfin, on lui a donné le Drug Monitoring Agency, qui s'occupait des toxicomanies. Donc, il y a eu beaucoup d'hésitation à l'époque, et lorsque j'ai été nommé et qu'on m'a donné pour mission de créer l'agence à Londres, les autorités britanniques ont dit nous, on n'a rien promis du tout, vous venez à Londres. Donc j'ai dû moi-même, seul, explorer 200 sites possibles. J'ai dû faire... les Britanniques n'ont pas financé quoi que ce soit. Et donc pour moi c'était un véritable problème.
mais d'un autre côté, ça nous a délivré de tout lien de soumission aux autorités britanniques. Donc nous étions une autorité indépendante. Canary Wharf, à l'époque, était complètement désert, personne ne voulait y aller, c'est pour ça que c'était pas trop cher. Et donc on a développé une entité européenne au cœur de la nouvelle City. Et ça s'est très bien passé, mais ça aurait pu très mal se passer. La décision pour Amsterdam a été beaucoup plus structurée, parce que là, moi j'avais recommandé à mon successeur, parce qu'il n'a aucune voix au chapitre, mais je lui ai recommandé de faire un catalogue des besoins de l'agence, de toute nature, et de les publier, de telle façon que les pays qui soumettraient leur candidature tiennent compte des exigences quant au voyage, etc. Vous savez peut-être, pour la petite histoire, que les scores étaient tellement serrés. En dernier lieu, Bratislava avait été rejeté, mais les Slovaques étaient très furieux, donc ils ont refusé de participer au vote. Et le vote était à part égale pour Milan et pour Amsterdam. Et il a fallu tirer au sort une pièce de monnaie. Mais ça avait été prévu. Ça avait été prévu. Milan prétend maintenant aller devant la Cour de justice pour contester, mais c'était la seule méthode possible. Donc Amsterdam n'est pas un endroit où la recherche pharmaceutique soit particulièrement développée, mais a beaucoup d'autres atouts. Donc moi je dirais que au départ il y avait déjà une implantation importante de la recherche, mais bien entendu le fait que l'agence aille à Londres a attiré beaucoup de firmes qui se sont implantées autour de l'agence. Il y a une toute petite question chiffrée. Combien est la part budgétaire pour la recherche française? Combien est la part? La part budgétaire pour la recherche française. Ah ça, j'ai pas fait le calcul, parce que la France bénéficie encore de... Donc c'est pas un souci pour l'instant. Par contre, malheureusement, j'ai assisté à un déclin de la place de l'expertise française dans le système d'évaluation. Dans mes années, l'expertise française était très très importante. Donc l'agence du médicament, et l'affaire du Mediator, le démantèlement de l'agence de l'époque, et le découragement des experts non payés qui, titre gratuit, font ce travail, a fait que cette expertise a disparu. Donc, pour remplacer les 20% d'expertise britannique, il a fallu aller chercher les Suédois, mais la France n'est pas très présente. Donc j'espère qu'il y aura un rebond, mais c'est mal parti. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question, est-ce qu'on peut envisager des effets positifs pour nous de ce Brexit en matière de santé? On a vu beaucoup de négatifs, mais est-ce qu'on... un tableau noir. Franchement, je ne vois pas, parce que c'est-à-dire que c'est une perte sèche pour le Royaume-Uni qui est très claire, et pour nous, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais de toute façon, pour la localisation, la candidature française de Lille n'était pas sérieuse. Aucun ministre français s'est déplacé, tous les autres ministres sont déplacés pour savoir que faire pour le bien-être des gens, les ministres français sont pas déplacés, les arguments étaient très très faibles, donc le gouvernement français n'a rien fait pour les... Donc un tableau très noir. Non, mais ça aurait pu être une retombée. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça ne s'est pas fait. D'autres interrogations? On va pouvoir, la dernière minute, on va pouvoir lever la séance en vous remerciant vraiment très sincèrement pour cette présentation très riche. Et je pense qu'on va tous... donc vous avez l'accès sur le site de l'Institut Droit et Santé. Donc la présentation sera présentée et également vous avez vu la présence de la caméra. Donc vous pourrez regarder ça à tête reposée pour... ingurgiter toutes ces informations riches et précieuses que M. Sauvain nous a données. Donc on le remercie tous. Merci à tous.